Regagnez vos sièges, pardon. Excusez-moi, je voulais pas crier. On va reprendre. Vous inquiétez pas, il y a une autre pause cet après-midi pour reprendre les discussions. Et puis il y a l'apéro ce soir aussi. Alors c'est pas nous qui l'avons organisé. Si quelqu'un veut reprendre la main sur l'organisation de l'apéro, je le laisse faire. Dernière arrivée. Et je vais laisser la parole à Sophie Firo-Mirkovic, qui est conservatrice-restauratrice au laboratoire Art Nucléaire et qui nous fait le plaisir de coordonner l'après-midi. Bonjour, vous m'entendez ? Cet après-midi va être consacré aux nouveaux défis qui sont posés par l'exposition des matériaux archéologiques singuliers. Donc on va aborder de nombreux matériaux. Et on va commencer par une présentation de Juliette Badali, qui est conservatrice-restauratrice de sculptures indépendantes, et Maude Bertheret, qui est responsable d'opération de la fouille de l'abbaye de Blanche-Couronne au service archéologie départemental de Loire-Atlantique, et qui est le sujet dont elles vont nous parler maintenant. Merci. Bonjour, Juliette Badiali et moi-même allons vous présenter un cas de collaboration entre archéologues et conservateurs-restaurateurs depuis la phase terrain de la fouille jusqu'au rendu final d'une œuvre restaurée pour étude. Donc on se situe ici dans le cadre d'une opération archéologique préventive prescrite par l'État en accompagnement des travaux de restauration de l'abbaye de Blanche-Couronne en Loire-Atlantique. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un peu le site. Donc, l'abbaye de Blanche-Couronne se situe à 3 km au sud-ouest du centre-bourg de la Chapelle-Launay, au sud des routes qui relient Nantes à Saint-Nazaire, par la rive nord de l'estuaire de la Loire. Classée au titre des monuments historiques depuis 1994, l'abbaye a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travaux conservatoires en 2018 par la commune de la Chapelle-Launay qui en était alors propriétaire. Les travaux visaient à mettre hors d'eau hors d'air le monument et ont débuté en 2019. Malgré le rachat de l'abbaye par le département de Loire-Atlantique en février 2020, les travaux de restauration n'ont pas connu d'interruption et se sont achevés en octobre 2025. Donc là, vous avez en haut à droite l'abbaye avant travaux et en bas à droite l'abbaye pendant les travaux. Donc vous voyez une sacrée différence. La fouille archéologique fut menée par le service archéologie de Loire-Atlantique de novembre 2022 à octobre 2025. Donc c'est assez long pour une opération archéologique, mais c'est qu'on a dû aussi s'adapter au phasage des travaux de restauration. Donc cette fouille fait suite à un diagnostic archéologique qui avait été dirigé par l'INRAP en 2017. Donc sur le plan de l'abbaye, là, vous voyez en vert les sondages qui ont été faits lors du diagnostic et en rouge toutes les zones investiguées par la fouille. L'étude archéologique portait également sur les maçonneries en élévation de l'abbaye avant leur restauration. Donc on a fait aussi de l'archéologie du bâti. L'église abbatiale fut fouillée exhaustivement jusqu'à atteindre le rocher sur l'ensemble de sa superficie. Donc, lors de la fouille, nous avons fait des découvertes attendues comme des maçonneries en haut à droite, localisées au niveau du sanctuaire, des fosses, des lambeaux de sol pavés. Alors on avait moins de superficie que sur l'exemple de ce matin, mais on a plusieurs carreaux de terre cuite vernissée qui ont été trouvés notamment dans des comblements de fosses. On a trouvé des sépultures, bien sûr, et on a fait des découvertes plus inattendues. On a trouvé 5 ensembles sculptés que vous avez localisés sur le plan de l'église, qui s'apparentent à 4 statues en calcaire polychrome qui étaient situées à la jonction de l'espace de la nef et du chœur des religieux, soigneusement enterrées dans des fosses orientées est-ouest. Donc ce genre de découverte, s'il n'est pas fréquent, reste cependant connu. Les statues religieuses, comme tout objet de culte, sont considérés comme sacrés. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont hors d'usage, ils ne sont pas mis au rebut, mais peuvent être enterrés dans un espace consacré qui peut être l'enceinte du monastère, voire même de l'église. Donc il semble que ce soit le cas ici. Donc
Donc, dans un premier temps, on a mis au jour des éléments sculptés disparates, la tête et les fragments que vous voyez en haut. Et à proximité immédiate, on a trouvé un buste sculpté en place sur la deuxième photo. Donc ce buste semblait tenir d'un seul tenant. Nous l'avons donc dégagé avec précaution afin de le prélever. Mais en réalité, de nombreuses fissures non visibles avaient détruit la cohésion du matériau et l'élément s'est décomposé en fragments plus ou moins importants en taille avec des pertes de matière. Donc on a immédiatement stoppé le prélèvement et on a appelé notre collègue Armand Vinsotte du laboratoire Arcantic pour faire un diagnostic sur place. Donc il s'est prononcé en faveur d'un prélèvement en motte de l'élément sculpté et a réalisé un coffrage en plâtre et filasse avec mousse fine en polypropylène pour maintenir le bloc avant de le lever grâce à une plaque en fer de 4 mm glissée sous le prélèvement par l'intermédiaire de fer à béton. Donc dans la foulée, on a trouvé 2 autres statues le long du mur nord de l'église, donc en face. Oui, c'était cette diapo-là. Ah non, j'en ai loupé une. Voilà. Donc ça, c'était les 2 autres éléments qu'on a trouvés à proximité du buste. Et en face, on a trouvé 2 autres statues. Donc, sur décision du service régional de l'archéologie, un restaurateur conservateur spécialisé en sculpture fut contacté. C'est Oel Gaborio, qui était à la société Artema, qui s'est rendu sur site afin de mettre en place un protocole en collaboration avec Armand. Donc, Juliette a pu assister à la mise en place de ce protocole et du prélèvement des statues qui a suivi. Donc, le protocole visait à conserver les sédiments autour et sur l'artefact, tout en les éliminant au maximum sur le pourtour, afin d'en dégager une forme identifiable. Ainsi, même s'il était impossible en l'état de voir l'état de conservation des statues, les sédiments permettaient de combler les irrégularités sur leur pourtour afin d'en faciliter le coffrage. Humide, il semblait aussi plus adhérent à la polychromie et permettait aussi d'absorber les éventuels sels solubles présents dans le tuffeau par un séchage progressif. La conservation des sédiments permettait également de différer en atelier les opérations de dégagement et de nettoyage, notamment concernant le risque de perte de polychromie. Donc, une fois les mottes circonscrites, une première contrainte fut réalisée avec un film thermorétractable puis un film étirable. Un cadre constitué de planches de bois fut construit et placé au plus près des prélèvements. Les vides entre le coffre et les œuvres furent comblés avec de la mousse polyuréthane. Une fois les coffrages terminés, il s'agissait de glisser un matériau rigide, plaque d'acier, fer plat selon les cas, sous les prélèvements. Cette opération a été la plus complexe à mettre en œuvre au regard de l'irrégularité du terrain et de la présence de cailloux de taille plus ou moins importante dans le sédiment. Des élingues glissées sous les profilés ont permis de soulever et de translater les ensembles vers la berme centrale qu'on avait gardée au centre de la fouille. Le système de soulèvement et le déplacement vers la berme fut l'œuvre de l'entreprise Lefebvre grâce à un palan sur IPN monté sur un échafaudage fixe en acier. Déposé sur une palette elle-même posée sur un chariot, chaque prélèvement fut conduit vers le véhicule de transport avec haillons pour y être chargé. Donc, dans l'attente de leur prise en charge pour restauration, l'ensemble de la statuaire a été transporté au laboratoire Arcantic pour y être stocké dans un garage situé en sous-sol. Ce lieu, sans garantir des conditions stables d'humidité relative, était plutôt frais et peu aéré et garantissait un séchage lent et progressif. Juliette a pu faire un constat de chaque œuvre en avril 2023 et Armand Vinsotte en a assuré le suivi jusqu'au traitement final des œuvres par Juliette en ce début d'année. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Juliette qui va vous présenter son travail de conservation-restauration d'une des 4 statues choisies comme sujet d'étude lors de son diplôme de fin d'études à l'ESATAM de Tours qu'elle a soutenu en juin 2025. Merci Maude. Alors c'est la motte F5139 que vous voyez sur le diaporama qui a été choisie pour faire l'objet de cette intervention de conservation-restauration. L'objectif était double, c'était d'abord d'obtenir un état pour étude à destination du service archéologique de Loire-Atlantique et dans
dans un second temps, de préparer l'œuvre à être conservée au musée d'Aubray à Nantes pour y être exposée prochainement. Donc la première étape qui a été effectuée, ça a été la microfouille de la motte, qui avait été laissée complètement sécher après son prélèvement. Donc pour ramollir le sédiment, un apport d'eau déminéralisée et d'éthanol était nécessaire, et il a été réalisé par compresse de pulpe de cellulose. Et ensuite, une action mécanique a été effectuée pour retirer le sédiment ramolli par passes horizontales successives. Et donc les photos là sur le diaporama, ce sont les photos du premier sondage que nous avons réalisé pour tester le protocole et qui a permis de mettre au jour le pied gauche du personnage. Et puis pour faciliter cette opération, la motte a été divisée par un carrouage de zone de 20 cm de côté, comme on peut voir sur le schéma à gauche. Et ça a permis d'inventorier chaque fragment qui était sorti, et puis le mobilier de fouille qui était trouvé aussi dans la motte, pour leur donner un numéro d'inventaire, une prise de dimension et une prise de photo de chaque fragment. Après la microfouille, voilà ce qu'on a obtenu. Des collages et des consolidations ont été nécessaires à cette étape pour limiter les pertes de matière. Ce sont les adhésifs acryliques de la gamme Paraloid qui ont été sélectionnés pour cela. Leur avantage majeur, c'était leur très bonne retraitabilité qui permettait de réajuster les collages après la microfouille si nécessaire. Et c'est seulement à cette étape que l'étude de l'œuvre a été possible, donc l'étude matérielle et historique, et ce que je vais maintenant vous présenter rapidement. Donc, il s'agit d'un haut relief de Saint-Sébastien, qui est un martyr chrétien du 3e ou 4e siècle. Elle est composée de 2 blocs superposés, donc comme on peut voir sur le schéma au centre. Et l'observation de la pierre nous a permis de l'identifier comme étant du tuffeau, ce qui a été confirmé plus tard par une expertise de Lise Leroux, qui est ingénieure de recherche au LRMH. En ce qui concerne la polychromie, nous avons mis en évidence 3 états colorés hypothétiques, qui sont illustrés ici par les dessins sur le diaporama. Nous avons eu l'opportunité de réaliser des analyses de fluorescence X et d'observer des écailles de polychromie au microscope électronique à balayage, l'objectif étant d'identifier des pigments parmi plusieurs hypothèses possibles d'après nos observations et la littérature. J'en profite pour remercier Fabien Pilon et Charlène Pellemediani pour leur aide à cette étape. Et la dernière analyse que nous avons entreprise est un dosage des sels solubles qui a été effectué auprès du laboratoire ERM Poitiers. Ces analyses ont révélé une présence de sels faible et très superficielle, donc qui ne présentait qu'un risque minime pour la conservation de l'œuvre et qui ne nécessitait pas l'adaptation de notre protocole d'intervention. En ce qui concerne l'iconographie, ici Saint-Sébastien est représenté debout, lié par les poignets et les chevilles à une colonne. Et 11 percements ont été dénombrés sur son corps qui constituent des plaies dont coulent des gouttes de sang rouge sur la polychromie d'origine. Il est possible dans ces percements de restituer des flèches, donc comme on voit sur le dessin. Et puis, alors, pendant la microfouille, un cylindre en alliage de plomb et d'étain que vous pouvez voir en bas à droite du diaporama a été découvert. Alors, il n'était pas en place, il était vraiment dans le sédiment de la motte. Mais son diamètre est assez proche de celui des percements, ce qui pourrait éventuellement l'identifier comme une partie d'une flèche. La position de ce Saint-Sébastien semble assez rare, tout comme son habillement. Nous avons cependant établi des parallèles avec des exemples, donc des peintures et des enluminures des Flandres des 15e et 16e siècles, qu'on voit ici. Et donc qui pourrait mettre peut-être en évidence une influence éventuelle de cette région dans l'iconographie de cette sculpture. Par la suite, un constat d'état de l'œuvre ainsi qu'un diagnostic et un pronostic des altérations ont établi qu'elle n'était pas présentable telle qu'elle en contexte muséal. Les altérations principales étaient donc la fragmentation importante de ces volumes, la fragilité de la polychromie et puis des dépôts de surface qui restaient après la microfouille. Toutes ces altérations ont pu subvenir pendant la présentation de l'œuvre, pendant sa période d'enfouissement, mais aussi lors de la fouille et de son prélèvement. Et toutes ces altérations ont été aggravées par la fragilité des matériaux d'origine
et elles constituaient des risques de matière élevés et puis altéraient fortement la lisibilité de la sculpture à cette étape. Il a été décidé donc que l'intervention de conservation-restauration à effectuer devait être assez minimale sur cette sculpture pour pouvoir ajuster les niveaux d'intervention avec les autres sculptures une fois sorties de leur motte pour obtenir un ensemble le plus cohérent possible. Le premier traitement que nous avons effectué a été l'allègement des dépôts de surface, donc qui restaient après la microfouille. Pour le retrait des dépôts terreux qu'on peut voir ici à gauche, un apport faible de solvant était nécessaire avant d'effectuer une action mécanique avec des bâtonnets de bois et des pinceaux. Et il y avait aussi des dépôts mobiles et des racines végétales qui ont simplement été éliminés à sec avec un pinceau, comme on peut voir sur les photos à droite. Ici, je vous présente quelques étapes de cette intervention sur le fragment du visage. Donc, comme vous pouvez le voir, l'allègement des dépôts a permis de dégager une polychromie conservée à la surface de la quasi-totalité de l'œuvre, malgré des lacunes et une forte sensibilité au frottement. Et donc, un fixage était crucial pour lui redonner toute sa cohésion. Donc, pour cela, un adhésif mat à base d'éther de cellulose a été sélectionné par un protocole expérimental sur éprouvette que nous avons réalisé. Donc, il s'agit de la méthocell A4C. Ses avantages principaux sont qu'il est mat, qu'il ne modifie pas les caractéristiques optiques de la polychromie à bas pourcentage et qu'il présente une excellente stabilité à long terme en milieu muséal. Et de plus, sa retraitabilité à l'eau et à l'éthanol rendait possible la poursuite du retrait des dépôts terreux, et cela sans changer de méthode. Il a été pulvérisé à l'aérographe pour la polychromie pulvérulente et simplement déposé au pinceau pour le fixage d'écailles. Le remontage structurel a constitué nos dernières interventions. Donc, nous avons réalisé un premier montage à blanc. On s'est rendu compte que la plupart des fragments étaient jointifs et que la majorité des fractures étaient soumises à des forces de compression. Donc, pour ces zones, un collage était suffisant pour le remontage. Et c'est de nouveau la gamme d'adhésifs paralloïdes qui a été sélectionnée pour cette opération. Et pour 4 zones, donc, qui sont localisées sur les schémas à droite, des goujons en barre composites de fibres de verre et de résine polyester ont été mis en œuvre. Donc, ils permettaient de neutraliser les contraintes que l'adhésif seul ne pouvait potentiellement pas supporter lors des manipulations, et cela pour les fragments, au volume les plus importants ou les volumes qui étaient en saillie. La mise en place de goujons donc, entraînait la perte d'une petite quantité de matière interne, mais elle était nécessaire pour ces sculptures amenées à être manipulées dans le futur. Et pour améliorer la réversibilité de l'intervention, les goujons ont été scellés seulement d'un côté à l'aide de l'adhésif de remontage. Un certain nombre de fragments, lors du remontage, donc soit qui étaient de trop petite taille, soit qui n'étaient pas jointifs avec le reste, n'ont pas été remis en place, comme celui donc, de l'avant-bras gauche qu'on voit sur la photo tout à gauche. Tous ces fragments ils ont été conditionnés à part et leur réassemblage pourrait éventuellement être reconsidéré lors d'une nouvelle étude ou à l'occasion de l'élaboration du nouveau soclage de l'œuvre. Au total, donc, le poids total des fragments de matière originale conservés et qui n'a pas été remis en place est d'environ 300 grammes sur un poids total de l'œuvre de 38,5 kg. Pour cette œuvre précisément, aucune restitution des manques et des lacunes n'a été envisagée, sauf pour le fragment des mains donc, que vous pouvez voir sur les photos au centre, qui était crucial dans l'iconographie. Son réassemblage impliquait la fabrication d'une pièce de soutien. Et donc c'est la résine époxy chargée Renpast SV36 qui a été sélectionnée pour la réaliser. Et pour améliorer la réversibilité de cette intervention, la pierre a été protégée par du film plastique lors de l'estampage de la résine. Et la pièce a ensuite été collée en place, voilà, comme vous pouvez voir au centre du diaporama. Et enfin, des comblements en retrait ont aussi été ponctuellement réalisés pour renforcer certaines zones fragiles ou pour limiter l'empoussièrement de certains creux. Et pour cela, c'est un mortier de chaux aérienne et de poudre de tuffeau qui a été mis en œuvre. Il a été teinté dans la masse avec des pigments naturels et nous avons ajouté du primal CM330 dans le mélange pour améliorer son adhérence.
La zone des chevilles du bloc inférieur est particulièrement fragilisée par le manque de matière lié à la présence d'un trou de poteau. Donc, vous pouvez voir sur le schéma tout à gauche. Donc, la fabrication d'un socle a été nécessaire pour le remontage final des 2 blocs pour soutenir le poids du bloc supérieur. Le socle actuel, il présente 2 platines horizontales, donc un sous chaque bloc, et l'ensemble est démontable en 2 parties pour faciliter les manipulations et le stockage de l'œuvre. Et un nouveau socle sera fabriqué plus tard pour obtenir un ensemble cohérent avec les autres sculptures et en accord avec la scénographie d'une éventuelle exposition. Donc voici le résultat de notre intervention sur le Saint-Sébastien. Donc, ça a permis de redécouvrir une sculpture médiévale à l'iconographie rare. Notre intervention a aussi été l'occasion de prouver l'efficacité du prélèvement en mode qui est assez inédit pour ce type d'objet, et puis d'assurer la conservation de l'œuvre hors de son contexte archéologique. Ce projet met aussi en évidence la pertinence d'un partenariat entre archéologues et conservateurs-restaurateurs, et ce dès la phase terrain. Et puis, donc, toute cette opération constitue une première étape pour la prise en charge des autres sculptures de Blanche Couronne qui étaient aussi prélevées en motte. Leurs microfouilles et leurs études ont été effectuées en janvier 2026. Et donc, voici quelques photos des autres sculptures qu'une prochaine exposition qui est prévue à l'horizon de 2030 au musée d'Aubray permettra de présenter au public. Alors, leur identification est toujours à l'état d'hypothèse, mais il s'agit possiblement de Saint-Jacques le Majeur, Saint-Jean-Baptiste et d'un moine. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour ce magnifique travail de valorisation qui va être amené à être continué. On va accueillir maintenant Floriane Elias, qui est conservatrice restauratrice de matériaux organiques à Arc Nucléaire. Alors, je me propose de vous faire un rapide retour d'expérience portant sur l'exposition d'une pirogue carolingienne de grande dimension. Alors, entre 2019 et 2023, le musée savoisien de Chambéry a fermé ses portes pour une totale rénovation de son bâtiment et de son parcours permanent. Ce musée est abrité dans les anciens bâtiments d'un couvent franciscain qui est classé monument historique. Et les galeries d'exposition principales se situent au niveau du cloître. Alors, dès les prémices du projet, le musée savoisien a souhaité enrichir ses collections médiévales à travers l'apport d'un objet un petit peu emblématique. Et il s'est trouvé que quelques années auparavant, une pirogue carolingienne avait été découverte au fond du lac du Bourget, sur un site qui s'appelle Brison-Saint-Innocent. Et cela a motivé le musée à lancer un projet de relevage et de conservation-restauration de ce vestige. Donc vous voyez ici les différentes phases de relevage et de conservation-restauration qui s'est effectuée au laboratoire régional d'Arc Nucléaire qui se trouve à Grenoble. Vous voyez ici la pirogue dans son état final, après restauration. Et vous remarquerez la finesse des parties de cette extrémité qui sont particulièrement aériennes et très très fines, ainsi que ce grand réseau de fractures qui fragilise le fond de l'embarcation ainsi que la levée. Alors, le musée savoisien a souhaité poursuivre son aventure avec Arc Nucléaire pour la valorisation de ce vestige et lui a confié plusieurs missions, à savoir la conception et la réalisation d'un socle de présentation, le développement d'un conditionnement spécifique pour le transport, l'assistance pour l'installation de la pirogue dans une vitrine, et puis la mission de conseil au sujet du transport, de la manutention, de la conception de la vitrine et de la conservation préventive. Tout ce projet s'est mené dans des contraintes de calendrier des travaux qui étaient particulièrement strictes, d'autant plus que nous étions dans une période de Covid et de post-Covid. Vous allez voir que le musée savoisien présentait des contraintes d'accès et d'espace assez sévères, et que cette pirogue, du fait de sa fragilité, impliquait des problèmes de manutention qui étaient un petit peu lourdes et complexes. Alors le projet du musée savoisien était audacieux puisqu'il a choisi d'exposer la pirogue au premier étage des galeries du cloître, galeries qui sont uniquement accessibles que via des escaliers en colimaçon par lesquels la pirogue ne pouvait pas passer.
Donc si au départ il a été évoqué la possibilité de passer par le toit, il a finalement été privilégié de profiter des travaux de réfection du bâtiment pour ouvrir une fenêtre en façade et venir gruter la pirogue depuis la rue. Néanmoins, vous remarquerez l'étroitesse des couloirs du cloître et notamment des passages d'angle, puisque la pirogue, j'ai oublié de le préciser, fait 6 mètres de long, 1 mètre de large et 66 cm de hauteur. Donc 6 mètres de long dans les angles ici, ça ne passait pas, et on a calculé que la seule façon de pouvoir rentrer la pirogue, c'était de la faire rentrer avant l'installation du mobilier scénographique, pour avoir tout juste la place de la rentrée. Alors quand Arc Nucléaire est arrivé dans le projet de scénographie, la conception de la vitrine avait déjà été bien avancée et assez figée, et on nous a présenté ce projet, à savoir une vitrine qui se compose de 2 parties, une partie fixe qui est adossée au mur de façade du musée, et une partie mobile composée d'une plateforme sur laquelle vient se poser la pirogue, et d'un verre de façade qui se fixe dessus. Et l'ensemble est mobile et vient ouvrir et fermer la vitrine à l'image d'un tiroir. Alors vous remarquerez que cette vitrine est composée de 2 verres monoblocs de 6 mètres de long. Et de ce que je sais, a priori, ce sont les plus grands verres qu'on puisse fabriquer en monobloc actuellement. Donc ces verres ne pouvaient pas non plus passer par les escaliers en colimaçon et devaient être grutés en même temps que la pirogue. Ça veut dire qu'une fois que la façade du musée allait être refermée, ça en faisait des pièces irremplaçables. Et je crois que c'est d'ailleurs la vitrine la plus complexe et la plus chère du musée. Alors cette vitrine, elle s'inscrit dans un plan scénographique qui passe sous les fenêtres du bâtiment historique et qui impose une hauteur de 80 cm. 80 cm pour entrer une pirogue avec un plateau, plus un support. En fait, ça ne nous laissait que 4 cm et demi pour concevoir un support, sachant que pour ce genre d'embarcation, nous avons l'habitude de réaliser ce qu'on appelle des supports morphologiques, qui se constituent, vous voyez, de bras métalliques qui épousent la forme du bois et qui viennent se fixer sur une structure métallique qui est dessous l'embarcation. Et vous remarquerez que cette structure a besoin de sections métalliques assez épaisses pour assurer la rigidité sur l'ensemble de la longueur. Donc là, c'était une technique qu'on ne pouvait pas utiliser pour ce cas de figure. Donc pour réfléchir à une solution qui soit viable sur le plan mécanique, on s'est associé à un bureau d'études et on s'est rapproché des ingénieurs vitrinistes pour essayer d'élaborer des solutions de concert. Alors la première des choses que nous avons faites, c'est d'utiliser des billes porteuses plutôt que de mettre des roulettes sous la plateforme mobile pour gagner un petit peu en hauteur. Néanmoins, cela ne suffisait toujours pas pour rentrer la pirogue dans la vitrine. Et après réflexion, nous avons convenu que le plus judicieux serait d'utiliser le fond mobile de la vitrine, que vous voyez ici, directement comme base de support. Et c'est sur ce support qu'on viendrait donc placer la pirogue et rajouter des bras de maintien latéraux qui sont directement fixés dessus. Alors l'avantage de cette solution, c'est qu'on rentrait dans la hauteur de la vitrine. L'inconvénient, c'est que cela nécessitait une fabrication délocalisée de la vitrine, avec une partie fixe qui allait être fabriquée en Hollande par le vitriniste et une partie mobile qui allait être fabriquée à Arc Nucléaire, et que l'assemblage des 2 parties ne pourrait se faire qu'une fois au musée. On n'avait pas moyen de tester l'ensemble avant, sachant que cette vitrine elle a été conçue pour être climatisée, donc elle devait être étanche. Alors si au départ la collaboration avec le bureau d'études des vitrinistes s'est plutôt bien passée, au fur et à mesure du projet, le dialogue s'est un petit peu distendu et on a eu beaucoup de mal à obtenir l'ensemble des informations nécessaires pour lancer la fabrication de cette plateforme, puisque nous avions besoin d'avoir l'ensemble des détails techniques, à savoir comment le verre de façade allait être fixé sur cette plateforme, comment la vitrine allait être ouverte et fermée, quelles étaient les dimensions exactes de la partie fixe pour pouvoir dimensionner la partie mobile. Tous ces détails qui nous sont parvenus relativement tard ou qu'on n'en a pas eu, et qui nous ont obligés à imaginer tout un tas de solutions plan B dans le cas où on aurait un problème le jour J au musée. Donc, entre autres choses, on avait prévu des cornières de renfort pour la fixation du verre, on avait prévu des systèmes de cale qu'on pouvait rajouter au dernier moment sur le support pour le rallonger si jamais on avait été trop court. On avait aussi de sérieux doutes sur la mobilité de ce tiroir, puisque le poids total
représentés par le plateau, la pirogue plus le verre, on était autour des 700 kg. 700 kg répartis sur des billes porteuses, mais des billes porteuses qui allaient être posées sur du parquet. Donc on avait peur qu'il y ait beaucoup de poinçonnement et qu'on abîme le parquet ou qu'on ne puisse pas vraiment ouvrir la vitrine. Donc on avait prévu des bandes de métal qui nous permettaient de faire un chemin de roulement et qu'on pourrait laisser à demeure sous la vitrine pour éviter cela. Alors l'autre inconvénient, alors aussi une chose que je veux vous dire, c'est que pour rattraper du coup le temps perdu par tous ces retards, on a dû lancer la fabrication du support, le pré-percer et le livrer déjà peint avant de mettre la pirogue dessus, ce qui en général ne se fait pas comme ça. En général, on fait le support et ensuite on démonte, on l'envoie en peinture et on le remonte. Donc là, pour gagner du temps, on a été obligé un petit peu de mettre la charrue avant les bœufs. Alors un autre inconvénient de cette solution, c'est qu'elle ne résout pas le problème de la rigidité du support sur 6 mètres de long. Vous voyez que cette plateforme, elle est composée de 5 panneaux qui sont composés de tôles pliées, soudées entre elles. Mais sur 6 mètres de long, on a quelque chose qui est assez souple et qui va épouser toutes les déformations du sol. Déformations qui risquaient du coup d'entraîner des contraintes au niveau des bras de maintien latéraux et donc des pressions sur la pirogue. Alors comment faire pour véhiculer cette pirogue et ce support sans déformation? Et bien là aussi, pour rester un petit peu rapide et astucieux, on s'est dit, puisque cette plateforme sert déjà de fond à une vitrine, pourquoi ne pourrait-elle pas servir de fond à une caisse? Et on a choisi en fait de monter la caisse de transport directement sur la plateforme du support. Vous voyez ici les panneaux de la caisse qui se fixent directement sur le champ. Et une fois la caisse fermée, eh bien c'est elle qui assure la rigidité de l'ensemble et qui permet à la pirogue d'être véhiculée. Alors cette caisse, on l'a munie de 4 roues directionnelles pour pouvoir l'acheminer. Alors à ce moment-là du projet, moi j'ai pris contact avec le prestataire mandaté par le musée pour le levage et l'introduction de la pirogue au musée, pour lui expliquer la spécificité de cette caisse, à savoir que ce n'était pas qu'une caisse, mais que c'était aussi un élément de scénographie et qu'il fallait donc être particulièrement vigilant lors des manutentions pour ne pas abîmer le fond de la caisse, qui était aussi un élément de la vitrine. Et donc nous avions convenu d'utiliser soit des portiques à pales en HN, soit des crics pour pouvoir déposer la pirogue au sol sans dommage. Alors quelques jours avant l'introduction de la pirogue, nous sommes allés sur place repérer les lieux. Et on a constaté, vous voyez, la présence de nombreuses vitrines qui sont en cours d'attente dans les couloirs. Il y avait aussi quelques passages de seuil qui pouvaient poser des problèmes. Donc on a demandé au musée à ce que tout soit dégagé pour le jour J. Et nous avons profité de notre venue pour poser, alors pour s'assurer déjà de la planéité du sol de la vitrine, et puis pour poser ces fameuses bandes métalliques qui permettent de protéger le parquet et d'améliorer la mobilité des billes porteuses. Vous voyez, là, on est en train de les poser sous la vitrine en cours de fabrication, avec le verre de 6 mètres de long qui est ici. Arrive le jour J, donc la pirogue est envoyée à Chambéry, elle est levée, grutée, insérée dans le musée. Et là, à notre mauvaise surprise, si les vitrines qui encombraient le passage avaient bien été enlevées, en revanche, toutes les plaques de répartition du chantier étaient encore en place, ce qui a posé beaucoup de problèmes pour la manutention de la caisse, puisque la caisse fait dans les 800 kg quand même. Donc la caisse a été particulièrement malmenée, vous voyez, avec des torsions et des contraintes assez importantes. Elle a même fini par s'encastrer, vous voyez, dans les plaques de répartition. Donc heureusement qu'on avait surdimensionné les sections de la caisse, ce qui a permis que caisse ces contraintes, parce que c'est une chose qu'on n'avait pas du tout anticipée. Vous voyez ici les passages d'angle du cloître, sous le regard évidemment des médias pour rajouter un petit peu de sel à l'opération. Et arrive le moment délicat de la dépose au sol de cette caisse, et ma grande surprise, le prestataire n'avait pas mis à disposition de pales en HN ou de portique. Il a préféré utiliser, vous voyez, un lève-meuble à contrepoids humain. Donc moi j'avais quand même de sérieux doutes sur la faisabilité de l'opération, donc on a essayé d'alléger la caisse au maximum en enlevant les couvercles. Malheureusement, ça n'a pas fait le poids, et la caisse a fait un atterrissage un petit peu violent au sol, ce qui a probablement endommagé les roulements à billes, malheureusement.
Heureusement, en tout cas, le bois, lui, n'a pas souffert. Vient le moment du démontage de la caisse. Et là, vous voyez toute l'étroitesse de l'espace de travail, puisqu'on a les fesses qui touchent le verre de la vitrine d'un côté, et de l'autre côté, on a à peine la place de démonter les panneaux. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est le second verre de façade qui est ici. Donc, on n'avait pas le droit de faire de moindre choc sur ces verres, puisqu'ils étaient irremplaçables. Voilà, arrive le moment de la présentation du plateau, qui nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé au niveau des codes de hauteur et de largeur et que l'étanchéité est correcte, enfin la compression des joints est correcte. Et à notre grande surprise, ça se passe plutôt bien, on n'a pas fait d'erreur et ça glisse bien. Et on peut laisser le vitriniste du coup terminer son montage en posant le verre de façade sur notre plateforme. Alors vous voyez que lui aussi, il a eu quelques problèmes d'accès. Vous voyez ici le technicien qui est quasiment la tête collée contre la pirogue, il a à peine la place de passer la main, et il est complètement en bout d'outils pour aller chercher l'écrou qui permet le verrouillage du verre. Voilà, la vitrine est ensuite refermée. On lance la climatisation, on s'assure qu'elle est bien étanche, et tout fonctionne bien, notre grand soulagement. Là, vous voyez la pirogue telle qu'elle se présente actuellement au musée savoisien. Alors, que retenir de cette expérience? Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais il apparaît absolument nécessaire d'avoir une gouvernance anticipée pour gérer les contraintes spatiales et techniques d'un bâtiment historique tel que le musée savoisien, ainsi que les contraintes liées à la fragilité d'un objet tel que celui-ci. Il est essentiel d'avoir une collaboration étroite avec les différents experts concernés par ce type de projet, ainsi que de disposer d'une très bonne capacité d'adaptation aux imprévus. Et à titre personnel, je garde en mémoire l'importance du rôle de coordination et de communication qu'a pu avoir le conservateur-restaurateur dans ce projet, rôle qui n'avait pas forcément été clairement identifié au départ et qui s'est avéré particulièrement chronophage. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, belle adaptation, Floriane. On va accueillir maintenant Anouk Modeste, qui est conservatrice restauratrice de sculpture diplômée de l'INP et qui va nous présenter la conservation-restauration de la Myrina 931. Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous présenter la restauration d'un objet archéologique qui n'est aujourd'hui pas présenté en salle, mais qui, grâce à sa prise en charge, serait en capacité d'être exposé. Il s'agit de la figurine en terre cuite Myrina 931 du musée du Louvre. Elle a été produite entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure. C'est une statuette d'une grande qualité, mais elle a été très altérée au cours de son histoire ancienne et récente. Plusieurs questions se sont posées au cours de sa prise en charge pendant mon mémoire à l'Institut national du patrimoine en 2024. Comment mettre en valeur la figurine sans limiter son étude? Comment consolider le remontage réalisé tout en permettant une potentielle exposition et la manipulation de la statuette? En bref, comment concilier les besoins de deux publics que sont les visiteurs et les scientifiques? Cette statuette d'Aphrodite a été déposée au cours d'une cérémonie funéraire dans une tombe de la nécropole antique de Myrina, qui se trouve sur la côte ouest de la Turquie. La figurine de notre étude mesure 30 cm. Elle a été réalisée en terre par moulage d'un prototype, puis elle a été cuite, peinte et dorée.
À cette période, les choroplastes ont utilisé la technique du moulage pour produire ces figurines en grand nombre et répondre à la demande croissante en statuettes funéraires. Les proches déposaient ce type de statuettes dans les tombes des défunts. Au moment des inhumations, ils pouvaient les déposer intacts ou les casser entre leurs mains et jeter les fragments ensuite dans la tombe. La figurine d'Aphrodite a été mise au jour au cours des fouilles menées par l'école française d'Athènes entre 1880 et 1882. Ces fouilles ont été particulièrement importantes dans le milieu scientifique de l'époque car elles ont permis, pour la première fois dans l'histoire des sciences, d'étudier et d'identifier une production authentique de statuettes d'Asie mineure. Après leur découverte, les fragments de la figurine d'Aphrodite ont été nettoyés, puis ils ont été transférés au musée du Louvre en passant par Athènes. En 1894, les fragments de la statuette d'Aphrodite, qui n'avaient pas été identifiés comme appartenant à une seule et même figurine, ont été répartis entre le musée du Louvre et les collections du musée universitaire de Lyon. Après la Seconde Guerre mondiale, Simone Besque a rassemblé au Louvre tous les fragments en dépôt dans les différents musées universitaires de France et elle a entamé un travail de restauration des figurines, leur catalogage et l'exposition des plus beaux spécimens. Dans les années 1960, les 15 fragments de la Myrina 931 ont donc été remontés dans les ateliers de restauration du musée. Mais la figurine est restée très lacunaire et par exemple, la partie supérieure de la figurine ne repose que sur un tesson de 3 cm de large. Certaines tranches de tesson sont érodées et ne mesurent que 2 mm d'épaisseur. Et donc, voilà, pour assembler les deux parties, les restaurateurs ont collé une baguette de bois avec de la pâte à bois sur la paroi interne de la figurine. Ils ont aussi collé des grillages métalliques et des fils métalliques torsadés pour renforcer l'ensemble et recréer un socle. Et enfin, ils ont appliqué des enduits sur toute la surface de la paroi interne pour combler les lacunes, pour renforcer les remontages et aussi pour camoufler les éléments métalliques. Non, pardon, je me suis... non, les éléments métalliques torsadés servaient aussi à recréer un socle parce que sinon elle ne tient pas debout. Et par contre, ils ont appliqué des enduits sur toute la surface de la paroi interne pour combler les lacunes et camoufler tous ces éléments métalliques qui avaient été rajoutés. Et grâce à ce système, l'ensemble était très solide et la figurine pouvait être présentée debout, même si elle n'a pas été exposée. En revanche, cette restauration était peu esthétique et malgré son efficacité, elle a posé des problèmes de conservation sur le long terme. Par exemple, les enduits ont tiré la terre et certains sont partiellement décollés. Et aussi, ils cachaient une partie de la polychromie et les traces de fabrication qu'on retrouve à l'intérieur de la figurine. Il était important de prendre en charge cette figurine parce qu'elle se distingue des autres statuettes de Myrina. Par exemple, l'exécution de son moulage est très fine et la polychromie est extrêmement raffinée. Il y a de la feuille d'or, des pigments qui sont très peu utilisés à cette époque, de la garance, voilà. Et puis aussi son archétype est assez rare dans ce contexte. Alors cette statuette d'Aphrodite a une valeur historique, technique, artistique et scientifique très importante malgré son état de conservation. Une partie des altérations est liée au vieillissement classique des objets archéologiques et le bris pourrait venir d'un rite funéraire, mais d'autres altérations proviennent des restaurations contemporaines et du vieillissement des matériaux de consolidation. Donc malgré sa grande valeur, cet objet est difficile à présenter au grand public. En revanche, il présente toujours un intérêt certain pour la communauté scientifique. Il a été convenu avec Violaine Jamet, la conservatrice, de prévoir tout de même une restauration qui permettrait potentiellement d'exposer la figurine. Avant de dérestaurer, nous avons recherché d'éventuels fragments de la figurine dans les tessonniers des réserves du Louvre à Liévin. Un modèle numérique 3D de la figurine a été réalisé avant de démonter pour pouvoir comparer les fragments des tessonniers avec la figurine qui était restée dans les locaux de l'INP à Aubervilliers. 2 fragments ont été identifiés comme appartenant à la Myrina 931, un fragment de drapé et le pied droit. Malheureusement, ils n'ont pas pu être replacés car aucun des deux ne présente de point de contact avec
avec les fragments restants de la figurine. Après ça, les différents enduits présents sur la paroi interne ont été retirés au scalpel et avec de l'alcool benzylique, puis avec le micro-sablage. Ensuite, la pièce de bois et les éléments métalliques ont été décollés avec de l'acétone, et ça a permis d'atteindre la terre cuite nue, qui a ensuite sur laquelle on a pu mettre de l'acétone pour décoller progressivement les fragments. Pour mettre en valeur la statuette, il n'y avait finalement pas beaucoup de possibilités. Si on avait pu s'assurer que la figurine avait réellement fait l'objet d'un brief rituel, ça aurait eu un sens du point de vue historique de ne pas remonter les fragments, mais ce n'est pas le cas, et de toute façon, il aurait été difficile de l'exposer au public, et en plus, ça aurait augmenté les risques de séparer les fragments et de les perdre dans les réserves. On aurait pu restituer une partie de la figurine pour gagner en lisibilité et en stabilité, mais la statuette comporte trop de lacunes et aucune figurine provenant d'un même moule ou d'un même prototype n'a été retrouvée pour copier. Il a donc été choisi de remonter les fragments et de restituer le minimum nécessaire pour équilibrer l'avant et l'arrière de la figurine. J'ai donc collé les 15 fragments avec du paraloïde B67 dans du cyclohexane pour ne pas fragiliser la polychromie qui est sensible au solvant polaire. J'ai comblé 3 lacunes, une dans le dos, une sur le drapé et une sur le sternum, avec des microsphères de verre et du paraloïde B67. Et pour améliorer la pondération avant-arrière de la figurine, j'ai restitué le manque au dos de l'Aphrodite avec de la résine HV SV36 et j'ai inclus la pièce réalisée comme si c'était un fragment au moment du remontage. Les comblements et la restitution ont donc à la fois un rôle structurel et un rôle esthétique. Ensuite, j'ai conçu des bandes collantes transparentes à appliquer sur la paroi interne pour remplacer l'ancien système de consolidation qui était efficace mais dangereux pour la statuette. Ces bandes devaient renforcer les camouflages pour pouvoir exposer, manipuler et stocker la statuette sans pour autant camoufler les traces de fabrication que sont les traces d'outils, les empreintes digitales et les sutures qu'on retrouve sur toute la paroi interne. J'ai comparé des strips et des patchs de monofilament polyester, de papier japonais et de toile de verre encollée avec du Regalrez 1126 et du paraloïde B67. Et ensuite, j'ai soumis tous mes échantillons à des tests de brillance, de colorimétrie et à différents tests de résistance à la flexion. J'ai finalement sélectionné des strips de papier japonais encollés au paraloïde B67, car ce sont eux qui réunissaient les caractéristiques visuelles et mécaniques les plus intéressantes pour sécuriser les collages. Et au final, on peut toujours distinguer les empreintes digitales du mouleur à l'intérieur. Pour finir, un prototype de soclage a été proposé au musée pour pouvoir présenter la figurine debout. Il prévoit un espace pour placer le fragment du pied retrouvé. Et finalement, l'exposition en salle n'est pas prévue dans un futur proche, mais plusieurs outils de diffusion permettent d'étudier la figurine qui se trouve aujourd'hui à Liévin. Premièrement, la base de collection du Louvre est accessible en ligne au grand public et elle rassemble les informations relatives à la Myrina 931, mais il faut encore que la page soit actualisée. Deuxièmement, le modèle 3D de l'État avant des restaurations peut servir aux personnes intéressées à étudier le système de consolidation réalisé dans les années 1950-60, parce que c'est un système qui est assez caractéristique des systèmes de consolidation réalisés dans le département des AGER à cette époque. Et enfin, le mémoire contient une étude détaillée de la polychromie et il peut être consulté par les chercheurs. Il contient également un schéma peint à l'aquarelle et de la polychromie, un relevé stratigraphique et les analyses détaillées qui ont été réalisées en collaboration avec le C2RMF et le laboratoire de l'INP. Pour conclure, il n'est pour l'instant pas prévu que la figurine soit exposée, mais si elle devait l'être, les interventions de restauration réalisées au cours de l'année de diplôme, ainsi que les propositions de soclage, permettraient de ne pas avoir à dérestaurer la statuette pour pouvoir l'exposer et l'étudier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 présentations ?
Je vais peut-être demander aux orateurs de revenir, non, pour les questions. On m'écoute pas, on m'entend pas. Moi aussi. Du coup, j'attends. Bonjour, j'ai une question pour la pirogue. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de chiffrage pour déjà la restauration et les vitrines, la vitrine? Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Alors pour la vitrine, je ne saurais pas vous dire parce qu'on ne les a jamais eus. Il faudra demander au musée savoisien. Et alors pour la conservation, restauration et le support, je peux, si vous me donnez vos contacts, je pourrais vous répondre a posteriori, mais là, je ne me souviens pas du tout. Et est-ce que le vitriniste, c'était Brince, j'imagine? Ouais. Oui. Le vitriniste, c'est Brun ou Bruns. Je ne sais pas comment on prononce en hollandais. Moi, j'avais une question à poser à propos de la Myrina. Du coup, tu disais que c'était des anciennes restaurations qui étaient un peu récurrentes. Et du coup, je pense que je n'ai pas entendu quels adhésifs étaient utilisés. La restauration des années 60. Ouais. Je pense que pour le collage des fragments, c'est des éthers de cellulose, nitrate de cellulose, pardon, parce que ça réagit à l'acétone et ça fait des bulles avant. Comment dire, le collage, quand je l'ai récupéré, faisait vraiment des bulles, quoi. Sinon, il y a de la pâte à bois qui a été utilisée pour tous les éléments métalliques et les éléments en bois qui ont été collés. Et sinon, pour les matériaux de doublage, consolidation, je ne sais pas ce que c'est. Ça réagissait ni à l'eau, ni à n'importe quel solvant, même pas à l'alcool benzylique. Voilà. D'autres questions? Là. C'est pour la dernière présentation. Je n'ai pas compris comment vous avez pu identifier le pied alors qu'il n'était pas jointif. Ça, je n'ai pas compris. C'était les mêmes dimensions. Ça ressemblait vraiment... attendez, je me permets. Parce que ça pouvait, comme c'est des choses en série, ça pouvait être une autre sculpture, quoi. C'est pour ça. Alors finalement, celle-ci, elle a vraiment un modèle très particulier et j'ai pas retrouvé de pièces similaires. Et quand on regarde, c'est exactement les mêmes dimensions, c'est la même façon de faire. Et il y a un modèle d'Aphrodite qui est conservé au musée de Boston, qui ressemble beaucoup sans être identique. Et le pied droit était disposé de la même façon. J'ai vraiment cherché parmi des centaines de pieds. Disons qu'on n'est pas sûr que ce soit celle de la sculpture, mais ce serait sans doute, c'est ça, probable, c'est ça. C'est très probable. Ouais. Après, c'est plus au niveau du fragment de drapé qu'on pourrait avoir un doute, mais c'est vrai que sur le pied, il y avait à peu près que celle-ci qui pouvait correspondre. Enfin, voilà, sans avoir voulu chercher à retrouver un pied. J'avais une question pour Juliette. Du coup, c'est ici. C'est un peu troublant. Mais c'était par rapport à la restauration en cours sur les autres sculptures. Est-ce que le protocole que tu avais construit pour la première sculpture s'est avéré efficace? Est-ce qu'il faut le réadapter? Est-ce que tu as pu... Alors, du coup... le protocole de restauration n'a pas été appliqué puisque pour l'instant c'est juste microfouillé et études qu'on a réalisées. La seule différence, j'ai réutilisé exactement le même protocole avec pour différence qu'il y avait beaucoup de soulèvements sur les trois sculptures, les autres sculptures, alors que j'en avais pas sur le Saint-Sébastien. Donc ça a été, j'ai utilisé le même adhésif, mais par contre j'ai refixé beaucoup de soulèvements. C'était ça la seule différence pour l'instant. Tu penses que c'est le séchage? Du coup, c'est les 2 années de séchage qui ont provoqué ce... Alors, je sais pas trop parce que c'est pas la même nature de couche non plus et c'est seulement les repins qui se soulèvent. Donc c'est peut-être une différence au niveau de l'application ou de la nature de la couche du repin qui peut-être qui fait des soulèvements. Mais là, je ne saurais pas entre les...
Oui, moi j'avais aussi une question sur le Saint-Sébastien. Alors j'ai vu une photo, je voulais savoir, est-ce que vous savez en quoi les flèches étaient faites, si vous les avez retrouvées à l'intérieur des trous? Et aussi, j'ai pas très bien compris, vous l'avez peut-être dit, je crois, me souvenir, comment vous faites pour nettoyer une polychromie qui est hydrosoluble? Alors, pour les flèches, on n'a retrouvé aucun élément qui permettrait de déterminer dans quel matériau elles étaient faites, ni dans les mortaises, ni dans le... Enfin, en place, je veux dire, en tout cas. Mais il y avait cet élément en métal qui peut-être appartenait à la flèche, mais là, ça reste encore à l'état d'hypothèse. Et pour le dégagement de la polychromie, en fait, c'est vraiment un travail entre retrait des sédiments et fixage, et avec un minimum de frottement. En fait, c'est surtout les frottements qui altèrent la polychromie plutôt que la nature du solvant. Et donc, avec un apport de solvant très très minime et une action mécanique sous lunette loupe, avec un minimum de frottement, on arrive, sans retirer totalement le dépôt terreux, on arrive à arriver sur le niveau de la polychromie sans l'altérer. Mais il reste encore voilà, un peu. On est obligé de s'arrêter un moment pour ne pas altérer la polychromie. Oui. J'aurais aussi une question pour toi. Pourquoi un fourreau en aluminium pour les assemblages? Tu as dit que tu mettais un fourreau en aluminium et en fibre de verre Pour les goujons? Ouais. Oui, en fait, c'est que on a réalisé les percements pour les goujons et dans une pierre qui est très très tendre et qui a été rendue très fragile par l'enfouissement. Et dans certains percements, en fait, la pierre était trop tendre. Les percements se sont un peu trop ouverts. Et donc, on a placé des fourreaux dans certains endroits pour pouvoir mieux caler le goujon, voilà. Mais ponctuellement, pas dans tous les percements. Mais ça a été un problème de mise en œuvre parce que la pierre était très tendre. C'était le choix du matériau, moi, qui m'intéressait. Pourquoi aluminium avec fibre de verre précisément, c'est juste un matériau qui, là, en contexte muséal, qui se conserve bien et qui, ce sont des systèmes qui sont utilisés souvent en pierre, voilà, avec la fibre de verre. C'était... En tout cas, très belle restauration. J'aurais une question pour la pirogue, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait un système pour prévenir les vibrations pendant le transport dans la caisse? Non, on n'avait pas mis de capteur. On avait mis des amortisseurs sous la caisse pendant le transport camion. Mais après, non, on n'a pas monitoré les vibrations. Non. Okay. Merci. J'avais une autre question, pardon. Oui, c'est bon. Oui, non, si, excuse-moi. C'était pour Floriane, c'était par rapport, à la fin, dans ta conclusion, tu parlais du temps de coordination. Quand tu dis que ça n'avait pas été prévu, c'est dès le départ, au moment du marché, quand on vous a passé la mission, il y avait ce travail de coordination de tous les corps de métier n'avait pas été anticipé, c'est ça ? Alors dans le marché, nous, auquel on a répondu, il y avait simplement une demande de conseil. Mais du coup, quand on a vraiment commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je fasse ce travail de coordination, parce que sinon ça aurait posé, je pense, des gros problèmes au cours du projet. Donc j'ai un peu dépassé le cadre du marché pour lever tous les loups qui pourraient se présenter au cours du projet. Ouais. Et c'est vrai que après cette expérience, je pense que si je devais refaire une réponse à un marché comme ça, je préciserais ou je mettrais une ligne supplémentaire. Ouais. Pardon, c'était une question pour Juliette et Maude. Je suis pas du tout Caroline Moreau, Materia Viva à Toulouse. Je suis en objet archéologique, donc la pierre, c'est pas du tout mon truc. Mais quand même,
vous utilisez le Rain Paste. Je voulais savoir s'il y a un bon retour de longévité de cette pâte. Il y a de bons retours là-dessus. Il y a pas de, parce qu'elle est colorée en plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pénètre dans le matériau contre lequel il est posé Alors, la SV36, c'est celle qui a la meilleure durabilité dans le temps. Et nous, l'idée, c'était de pouvoir la retirer facilement aussi s'il y a des problèmes. Mais elle a la meilleure durabilité, elle a pareil, la dilatation thermique en milieu muséal qui ne pose pas de problème. Et donc, voilà, ça nous permet, c'est le meilleur matériau. Mais effectivement, le retrait peut être aussi facilement réalisé puisque c'est un simple collage qui fait que c'est pas la résine n'est pas estampée directement sur la pierre. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Juste une autre question. Je tente le débat. Le Paralo 72 et 44 mélangés, ça marche ou pas? Alors nous, de toute façon, pour cette pierre qui était très tendre, de toute façon, n'importe quel adhésif, le choix de l'adhésif avait été compliqué entre résistance et puisque le matériau est fragile. Là, c'était l'idée de faciliter la réversibilité et donc on s'est orienté vers ce mélange-là tout en ayant une certaine résistance pour les pièces au volume les plus importants. Mais oui, c'est toujours, en tout cas pour la pierre tendre comme ça, c'est toujours des questions qui se posent. Voilà, c'était plutôt si vous l'utilisez, c'est que ça marche. Oui, non mais tout à fait ça marche, mais c'était plutôt choisir la réversibilité plus que... En fait, je posais ça par rapport aux différences de molécules qu'il pourrait y avoir dans le 72 et dans le 44. C'est si on mélange les deux, est-ce qu'on a autre chose ou un mélange pas tout à fait mélangé? Enfin, je sais que ma ancienne collègue Julie Touzeau pourrait en parler aussi, elle avait lu des articles là-dessus. Je veux pas, le débat est trop long pour ici, mais c'était juste pour savoir, comme vous l'utilisez, nous aussi, des fois au labo, on peut l'utiliser, et des fois, on ne sait pas pourquoi on ne l'utiliserait pas. Enfin bon, voilà. C'est pour savoir si quelqu'un tranché, ça marche, ou non, en fait, on ne sait pas trop, on n'a pas fait des recherches dessus. Depuis 1993, ça marche. Merci. J'ai encore une question pour Floriane. Est-ce qu'il a été envisagé justement la suite, enfin le suivi de cette pirogue au sein du musée en cas de, je sais pas, d'infestation ou de reprise quelconque de détérioration, d'altération auprès de cette pirogue, puisque si j'ai bien compris, même si elle est un peu mobile, en tout cas elle ne pourra pas sortir du musée. Et est-ce qu'il y a un protocole qui a été mis en place pour son exposition après l'ouverture du musée? Alors, c'est le musée savoisien lui-même qui se charge du constat d'état et de la surveillance de la pirogue. Après, nous, on reste bien sûr disponible s'il faut. Moi, j'avais fait un constat d'état détaillé juste au moment de l'introduction de la pirogue dans sa vitrine, donc on a un T0. Après, à eux de suivre la pirogue, et s'ils ont besoin de plus d'expertise, moi, je peux leur fournir l'assistance. Mais pour l'instant, ça n'a pas été contractualisé, et voilà, il n'y a pas de protocole. Une dernière question. Moi, je voulais savoir du coup pourquoi c'est cette motte-là précisément qui a fait l'objet du dégagement en premier. Alors ça a été un peu choisi pour des raisons... en fait, on pensait que c'était la plus ancienne, celle qui avait l'air la plus ancienne du corpus. C'était celle aussi où il y avait le plus de problématiques de conservation-restauration qui étaient intéressantes pour un mémoire. Donc là où il y avait le plus de terre, et il semblait aussi que c'était la plus fragmentée. Donc on a orienté notre choix pour pouvoir avoir un protocole assez complet pour l'appliquer sur les autres. C'était prévu dès le départ qu'elle soit prise en charge par le musée d'Aubray. Alors là, on est vraiment dans le cadre de l'archéologie préventive. Donc, pour dire vrai, on ne s'attendait pas à trouver des statues. Voilà. Donc ça peut se trouver, mais là, on ne s'y attendait pas du tout. Donc notre première réaction a été de paniquer et d'appeler vraiment les collègues du laboratoire Arcantique pour avoir vraiment des protocoles pour le prélèvement, parce que nous, c'était le prélèvement qui primait pour qu'on puisse continuer la fouille dans le temps imparti.
Et après, la réflexion elle s'est vite mise en place en fait. Alors c'est pas encore acté. Normalement, tout le mobilier qu'on a trouvé appartient à l'État. Voilà, c'est vraiment, on est dans l'archéologie préventive. Après, c'est une réflexion qu'on a actuellement avec le service régional de l'archéologie pour voir si le mobilier issu de cette fouille pourrait intégrer les collections d'Aubry. Mais c'est pas encore acté. Oui, si tu veux. Juste effectivement pour compléter, puisque je suis en charge des collections médiévales au musée d'Aubry, il y a deux choses effectivement. Le travail qu'a fait Juliette, qui était vraiment un travail de conservation pour études poussé, plus, avec beaucoup plus de travail effectivement dans le voilà, de dégagement, et puis un remontage quand même assez complet, mais pas de comblement de lacunes. Et le travail que tu as effectué sur les dernières statues, c'est vraiment dans le cadre de l'archéologie préventive, mise en conservation pour études, et là, pas dans une dimension muséale. Et si nous, effectivement, on va certainement se porter, pas acquéreur, mais en tout cas souhaiter le transfert de propriété à une échéance qu'on ne connaît pas encore, effectivement, là, il y aura une deuxième intervention de restauration plus poussée autour de ces collections. Et puis, il y a ce projet aussi d'exposition. Donc, il y a deux choses, en fait, dans la suite de ces collections. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Eh bien, je vous propose de faire une pause café et de revenir à 15h25. 15h25.